Bonjour à tous. Est-ce qu'on s'entend bien? Bonjour, bonjour, mes amis. Je pense que c'est branché. Le micro. Ça a été une journée merveilleuse. On va tous s'asseoir, peut-être à côté de quelqu'un que vous ne connaissez pas pour se faire un nouvel ami. Bonjour, bonjour. J'espère que vous avez une journée merveilleuse. Et donc, apprendre, partager, réseauter les uns les autres et peut-être mettre au défi les conférenciers. Je pense que c'est très important, on le voit tous les jours dans la pratique de la médecine. C'est important, on va finir la journée avec une plénière de clôture. Et bien sûr, vous êtes intéressés à savoir ce qui s'en vient, quelle est la prochaine cure peut-être, par exemple. Et donc, brièvement, on a dit ce matin, bien sûr, qu'on est toujours excité des nouvelles idées, des nouvelles options, des nouveaux traitements, parce que, vous le savez, on a entendu certaines personnes se sont exprimées là-dessus, peut-être 23 ans qui font de la recherche, d'autres bien des années aussi avec l'association, et personne ne vit bien avec les médicaments que nous avons en ce moment. Personne n'est guéri. Peut-être vous allez avoir une greffe ou de la chirurgie pour les cahiers sanguins, pour le HP. Donc, on doit en faire plus. Et ça me fait réfléchir. L'une des choses les plus difficiles en tant que prestataire des soins de santé, ici, c'est on veut faire le mieux possible pour chaque patient qui vient de manière sécuritaire, avec pas beaucoup d'effets secondaires indésirables, et on veut qu'ils vivent en vie aussi longtemps que possible. On sait que c'est une maladie, nous n'avons pas guéri, et c'est une maladie qui progresse, et malheureusement, et souvent, ça cause la mort. Je sais que ça a été difficile à London. Plusieurs de nos patients à London qui étaient des grands membres de la collectivité, notre groupe de support, de soutien, est mort après 28 ans d'avoir eu cette maladie. Donc, c'est vraiment difficile et vous avez vu ça aussi la soirée hier soir. Et nos porte-paroles merveilleux, nos porte-voix, ils sont morts. Certains, Steven est avec nous ici et son fils. C'est ces gens, ils ont tellement d'énergie, ces personnes-là, c'est incroyable. Et en raison, parce que nous, on a été tous touchés par cela d'une façon ou d'une autre. Vous l'avez entendu, vous l'avez vécu. Nous, en tant que prestataires de santé, on le voit. Donc, on va essayer de se rappeler qu'ils ont perdu cette bataille avec la maladie. Thank you. Merci de cette minute de silence. C'est important quand on perd un proche à cause de cette maladie. Ils font encore partie de notre communauté. On le voit ici. En fait, lui, il a eu une greffe et ça va super bien après 10 ans, mais cependant encore, elle fait partie de notre communauté. Et donc, on veut que vous soyez le bienvenu, que vous avez perdu un proche et vous êtes passé à autre chose ou du HP. Utilisez votre connaissance, vos aptitudes, votre énergie pour nous aider à construire la prochaine génération au sein de l'association. Parlons maintenant des nouvelles choses qui sont palpitantes côté recherche. Et donc, après, il y avoir 3 membres du panel. Vous le savez, pour la plupart d'entre vous, les médicaments qu'on a développés au cours des 25 dernières années, vraiment sont dans une catégorie sur 3 chemins. C'est les chemins scientifiques ou le sentier scientifique qui ont été développés. On a des médicaments qui ciblent ceci. Tout d'abord, le premier, c'est endothéline d'excès. Donc, on a tous besoin d'un bonantéline, des patients hypertension, on en a plus de HP. Ça leur cause non seulement les spasmes et les problèmes dans les poumons et tous les changements, les cicatrices dont je vais parler un peu plus. Donc, on a la chance, on a des médicaments qui bloquent l'endothéline. Depuis maintenant 2001, c'était le premier médicament. On sait aussi que la plupart d'entre vous qui fabriquent beaucoup d'oxyde nitrique et aussi du prostacycline, ce sont des produits chimiques qui sont très importants décomposés. Non seulement ça permet aux vaisseaux d'être ouverts et que le sang circule normalement, ça dit aussi aux cellules de ne pas fabriquer de nouvelles cellules.
Et donc, ça fonctionne si vous n'avez pas cela et les gens qui ont HPA, ils en ont moins, par exemple, c'est du NO et du prostacycline, tout d'un coup, c'est difficile, ça prolifère très, très rapidement et donc ces cellules fabriquent de plus de cils et les vaisseaux sanguins deviennent des spasmes. On a des médicaments qui fonctionnent pour remplacer l'oxyde nitrique et pour remplacer dans une certaine mesure le prostacycline, si vous le savez. Voilà, les 3 sentiers, les 3 chemins, ça fait 23 ans. Et comme vous le savez, nous avons parlé de ceci ce matin, il y a les 10 médicaments incroyables qui suivent ce cheminement au cours des 25 dernières années. Et quand vous voyez votre médecin, ils ont un éventail d'options pour savoir ce qui est le mieux pour vous. Il y a pas beaucoup d'effets indésirables, on l'espère. Et vous savez qu'un médicament n'est pas suffisant. Les gens ont besoin de 2 pour que ça, mais parfois même 3 médicaments. C'est un traitement multiple. C'est un peu un travail de devinette. Je ne sais pas comment vous allez bien répondre à ce médicament ou peut-être il faut essayer, faire des essais. Donc, c'est très important pour l'avenir également. C'est sur la base de notre génétique et quels médicaments vont pouvoir mieux fonctionner. Et donc, on va en discuter un peu plus. Donc, vous avez tous ces médicaments. Et je ne veux pas vous faire peur ici. Cependant, c'est encore une mauvaise maladie en bas. Vous voyez la courbe jaune, c'est ce que cette maladie était avant d'avoir les médicaments. Les données des années 1980-1990, tout un gros ensemble, UNIH aux États-Unis, et ça nous a montré que c'est une terrible maladie. Là, à peu près 50%, ils vivent avec pendant 2 ans et demi. Et malheureusement, ça s'applique encore si vous n'êtes pas diagnostiqué ou si vous n'êtes pas traité ou si vous ne répondez pas au traitement. Et heureusement, ce n'est pas très commun. La plupart des gens répondent bien. On n'a pas beaucoup de données actuelles, mais en haut, en pourpre, bien sûr, c'est en violet, c'est les meilleures données et c'est excellent d'un point de vue, ça vous montre très bien cette courbe. On n'arrive même pas à 50 ans après 7 ans. Ça veut dire que la personne en moyenne vit plus que 7 ans en moyenne. Maintenant, on pense que c'est plus comme 10 ans ou plus pour une personne moyenne avec cette maladie. Et comme vous l'avez entendu, les gens vivent 20 ans, 25 ans. Un survivant aux États-Unis et 25 ans aux États-Unis. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde. La courbe, bien sûr, ce n'est pas tout le monde. Ça descend. Bien sûr, il n'y a pas le taux de survie la première année, deuxième, troisième, quatrième année, les gens survivent mal. Donc, on a encore beaucoup de travail à faire. Donc, ça va mieux, meilleure qualité, meilleur taux de survie, mais on a encore beaucoup de travail à faire. L'une des choses qu'on se demande, c'est bien sûr, quelle est la première drogue qu'on devrait utiliser. Utiliser 1, 2 ou 3 médicaments, bon, bien sûr, il y a des problèmes. Bien sûr, c'est un coût. S'il y en a beaucoup, les effets indésirables, bien sûr, plus d'effets indésirables. Et certaines données aussi qui montrent cela, des études, mais il n'y a pas beaucoup de belles études. Bien sûr, ceci est fait avec la pratique. On étudie ici dans nos cabinets de médecine. Et donc, cette donnée probante, qu'est-ce qui se passe en pratique? 1, 2, 3, est-ce que ça va bien après 1 an ou 2? C'est comme ça qu'on apprend. Ce n'est pas une étude, c'est des données, ceci dit, importantes. Et en bas, vous voyez ici, c'est très important. On pense tous que les perfusions prostanoïdes, c'est vraiment très, très important. C'est peut-être la cause la plus importante de HP pour bien des gens, mais ce n'est pas le plus facile à donner. Intraveineux, IV, sous-cutané, par exemple, c'est des traitements très, très bons. Je le vois tous les jours. Si j'ai si j'ai HP sévère, j'utiliserai ces drogues tout de suite. Mais c'est des défis. C'est des défis. On connaît qu'il y a des effets, des risques, des complexités. Vous devez apprendre à regarder une seringue, une pompe. Tout ceci doit être fait très, très bien. On sait que ça ne se passe pas toujours bien parce que 50% des personnes ont des problèmes. On apprend ensemble. Et c'est des médicaments formidables. Utilisés à quelle fréquence? Peut-être moins de 300 patients au Canada sur 5 000 ou 6 000. Donc, un très petit chiffre parce que c'est difficile. Donc, on a des nouvelles drogues, des nouveaux médicaments. On en a quelques-unes. Optravil, qui est très, très bonne. Et encore des questions, bien sûr, difficiles. Est-ce qu'on devait faire des perfusions sur plus de personnes? On aimerait bien, mais ils ne sont pas toujours bien disposés parce que ça pose des défis. There are some new ideas. And so at the top, you can see there's 2 drugs that we've talked about for a long time. On en a parlé pendant plus longtemps. La version inhalation de prostacide Tyvaso aux États-Unis,
C'est utilisé très souvent pour tout type de HP bien sûr qu'on traite au Canada. Et cependant, ça n'a pas encore été approuvé au Canada. Je ne sais pas si ça va être le cas. Il y a beaucoup encore de travail là-dessus, avec Allison, par exemple, qui a fait essayer avec son entreprise et avec le gouvernement d'accepter ce nouveau médicament pour certaines personnes avec HP. Donc, je me suis trompé hier quand j'ai dit que ça ne va pas arriver. Peut-être ça va arriver, il y a encore du travail là-dessus. Et on aime cela en tant que spécialiste les poumons absorbent bien les choses. Donc, ces médicaments, ça fait partie de l'avenir pour le traitement de l'hypertension. En version orale, en prise orale, peut-être ça a été approuvé 5 à 6 ans aux États-Unis, mais c'est incroyable. Je ne sais pas comment ils ont réussi. 900 000 $ le traitement par an en pensant que c'était la meilleure chose jamais vue. Donc, ce n'est pas utilisé très fréquemment. Ça ne va jamais arriver au Canada avec ce prix. Mais bon, ce n'est pas grave. D'autres choses s'en viennent. Comme ça, il y a les différentes démarches pour inspirer l'oxyde nitrique. C'est comme l'oxygène. Un petit cylindre, un petit aspiration nasale. Et donc, on fait partie de ces études qui ont montré certains avantages. Ça a été utilisé aux États-Unis d'une certaine façon et c'est possible. L'une des choses qui s'est passée, c'est d'essayer les gens et ils prennent beaucoup de pilules pour aider dans leur vie, leur confort. C'est faire les choses plus simplement. Elle a pris 2 de ces médicaments, elle les a mis ensemble en une seule pilule. Au lieu de 3 pilules, c'est une seule pilule. Donc, ça va essayer d'aider. Donc, voilà les autres cheminements. Qu'en est-il des nouvelles cibles? Maintenant, revenons à la science. À gauche, vous voyez, c'est le muscle et le vaisseau dans nos poumons, voilà, qui porte le sang autour du poumon. Au-dessus, vous voyez en blanc, c'est l'alvéola, les alvéoles d'air et il est très ouvert, beaucoup de sang, c'est très, très mince, c'est une belle artère qui fonctionne bien. À droite, cette artère pulmonaire, il y a une hypertension de HP et ce qui s'est passé, vous pouvez voir en haut, proche de la flèche noire, il y a un petit trou où il y a la circulation et c'est bloqué, la moitié est bloquée. Donc, ce n'est pas une maladie pour des vaisseaux qui arrivent en spasme. C'est une vieille idée. C'est un exemple de cellules qui ne se comportent pas bien et qui grandissent trop rapidement et trop grosses et qui font des nouvelles cellules. Et donc, ceci, ça ne va pas s'améliorer en 5 minutes, en 1 heure. Ça va prendre beaucoup de temps d'agir là-dessus. C'est pour ça que nos médicaments prennent 3 ou 6 mois pour que leur situation s'améliore. Avec les nouveaux médicaments qui ciblent cela, ça prend peut-être plus long pour fonctionner. Pourquoi ça s'est passé, cela? Pourquoi elles se sont mal comportées et ont obstrué les vaisseaux? Alors, c'est une idée qui est déjà sortie, ça s'appelle la théorie cancer de HP, de la croissance de l'artère pulmonaire. C'est d'envoyer des signaux normaux, comment se comporter. Et avec ce problème, ça s'appelle dans les muscles et dans les cellules endotheliaux, qu'à l'intérieur, la paroi du vaisseau sanguin. Vous voyez en bas à droite, plexiforme lésion, c'est des petits canaux en raison de l'endophilia. Et au milieu, ça s'appelle media thickening. Ça, c'est un muscle, c'est un épaississement et qui va obstruer. Et puis, avec la mesure que les cellules se multiplient, il va y avoir de la cicatrice. Et à gauche, c'est la fibrose en lien avec la croissance. Ici, ce n'est pas un cancer, mais c'est comme la croissance des cellules cancéreuses. Et donc, observons ce qui se passe maintenant. Est-ce qu'on peut cibler cela? Est-ce qu'il y a des médicaments prometteurs? Voici les traitements. Il y a trop de cellules. Bon, essayons qu'elles se comportent mieux et d'arrêter de se multiplier. Et donc, il y a une liste ici de médicaments. On va en parler de quelques-uns. Ils ont des drôles de noms, TKI, et les gens disent Sotaloceb. Continuez à pratiquer, c'est important de connaître ces noms-là. Et j'ai souligné aussi en bas, c'est très important, beaucoup de recherches qui a été faite sur endophilia, natriuréthine, était canadien, et même encore plus de recherches au Canada regardons ce qui se passe ici. Il y a à peu près 20 ans, on avait une pilule qui a été utilisée pour la leucémie et on l'a utilisée à HP. Et en fait, ça fonctionnait, imatinib, très, très bien. Et les gens les plus malades, en fait, avec les gens les plus malades à HP, mais 1 sur 5 à peu près, avaient des saignements dans le cerveau. De toute évidence, ce n'est pas une bonne chose.
mais il utilise encore certaines parties dans le monde. En fait, c'est encore utilisé, mais qu'en est-il si tu l'absorbes dans les poumons, c'est des doses plus petites, peut-être pas autant et peut-être aussi efficace, on l'espère. Et cette étude qu'on va continuer, c'est tout nouveau comme étude. Donc, Mathieu va en parler un peu plus des prochaines étapes au cours des prochaines années. Do you all want to try Je saying sais that? que tout le monde est enthousiaste à propos du sotatercept. Voilà, pas si facile à dire. Et on est très enthousiaste aussi. Il y a 2 études, le New England Journal of Medicine en 2021 et un autre il y a quelques mois à peine. On fait état des résultats avec le sotatercept. Voici un peu le mécanisme d'action de cet agent médicamenteux. Il y a de la cicatrisation. Pourquoi? Parce qu'il y a des agents chimiques qui disent au corps de se cicatриser, de grandir, c'est-à-dire de se multiplier et de cicatriser. Donc, il s'agit de facteurs de croissance. On a le GDF et les activines. Maintenant, on a des agents médicamenteux qui sont là pour désactiver ces sotatercept. Oui, c'est ça. Donc, vient bloquer les récepteurs d'activine et de GDF. De cette manière, il y a moins de croissance et de multiplication cellulaire et ça peut même avoir un effet positif antiprolifératif. Donc, les cellules ont des stratégies pour s'empêcher de trop proliférer, pardon. Donc, ça a une bonne incidence là-dessus aussi. Donc, ça vient aller chercher les bons signaux de contrôle de la prolifération. On a vu que chez des patients atteints de HTAP qui sont traités avec 2 voire 3 médicaments, incluant parfois par perfusion, chez ces patients, le sotatercept a amélioré leur état. Ils étaient moins souvent hospitalisés. Donc, très, très, très enthousiasmant. Ça semble aussi amoindrir la tension dans les poumons. Donc, sans doute, vous allez en entendre parler. Bien sûr, on veut vous amener ça le plus tôt possible, mais il y a toutes sortes de couches avant l'homologation d'un médicament. Ça prend environ 1 an et demi. Il y a eu certains effets indésirables secondaires du saignement, incluant des saignements de nez, et on se penche sur ces effets secondaires davantage. On a mentionné l'inflammation ce matin. L'inflammation encourage aussi la prolifération et la croissance cellulaire. Et on peut mesurer ça dans les poumons, dans le sang. Et il y a de nouvelles cibles donc pour l'inflammation, des voies de traitement possibles. Certains essais cliniques, ont fait des tentatives par rapport à ça. Donc, l'Ubenimex, Bardoxolone, ils n'ont rien fait pour aider les patients atteints d'HTP. Il faut toujours le faire, bien sûr, faire les essais pour voir s'il y a des effets souhaités ou pas. En ce moment, il y a l'apabétalone à Québec qui est testé et un autre aussi au Canada. Donc, à Québec, l'inflammation au milieu vient causer la multiplication cellulaire et la cicatrisation. Cela mène à l'hypertension pulmonaire artérielle. Il y a 2 molécules clés, BRD4 et PARP1, qui font partie de ce mécanisme. Donc, on se concentre beaucoup chez les tissus humains et chez les animaux. Et depuis 10 ans, on a vu que ces 2 molécules jouent un grand rôle dans le développement d'hypertension artérielle pulmonaire. À droite, vous voyez 2 inhibiteurs qui fonctionnent bien sur le modèle animal, donc l'apabétalone et olaparib. On est donc en phase d'essai clinique sur les humains avec ces 2 inhibiteurs. Donc aujourd'hui, heureusement, après toute cette recherche, on en est à des essais cliniques. Merci à nos collègues de la Ville de Québec. Maintenant, une autre idée par rapport à l'HTP.
Vous voyez les images à droite d'un collègue d'Edmonton, M. Michalakis. On voit un angiogramme normal dans un cas. Et vous voyez les petites branches, comme des petites branches d'arbres. Ça, c'est normal. Plein de petits vaisseaux sanguins pour que nos poumons fonctionnent bien. Au bas, il s'agit d'un patient atteint d'HTP. Vous voyez que la pression est beaucoup plus grande, mais vous voyez toutes ces petites branches, on ne les voit pas, en fait. C'est ça le point. On ne les voit pas. Donc, on parle d'une perte de vaisseaux sanguins, une perte de ces petits vaisseaux sanguins. Certaines cellules, donc, se multiplient trop, d'autres ont été perdues. Donc, voilà. C'est là qu'entre la thérapie génique. Il y a l'essai Saphir, aussi un essai canadien, et plusieurs y contribuent d'ailleurs. Nous avons tous donc des cellules souches à différents endroits dans l'organisme. Ils peuvent aller réparer les endroits qui ont besoin de réparation. Donc, est-ce qu'on pourrait collecter de ces cellules souches, les sélectionner, les améliorer et ensuite vous les réinsérer dans votre organisme? C'est ça la thérapie cellulaire. Nous avons encore quelques patients. Bon, l'étude, malheureusement, n'a pu couvrir qu'une quinzaine de patients plutôt que de 45 parce que la COVID a rendu le recrutement très difficile et les compagnies ont eu de la difficulté avec les coûts. Donc, malheureusement, l'essai clinique se termine un peu plus tôt. Mais quand même, ça nous donne de l'information. Ça va nous aider à aller plus loin, à passer à la prochaine étape. On a parlé de ce qui se passe dans la pathobiologie pulmonaire. C'est critique de bien comprendre ces mécanismes. Peut-être que vous avez déjà entendu parler que comment vous vous sentez et le taux de survie dépend aussi du cœur. Donc, l'hypertension pulmonaire artérielle est très liée à l'insuffisance cardiaque. Et ça, pour cela, c'est-à-dire on n'a pas de traitement. Il y a des projets de recherche là-dessus, on en a entendu parler hier avec notre laboratoire d'idées médicales pour savoir comment améliorer l'état du ventricule droit du cœur. On veut se concentrer là-dessus. Est-ce qu'on peut aider le cœur à mieux fonctionner chez des gens pour qui il n'y a pas d'autre option de traitement côté hypertension? Vous le savez, lorsqu'on est malade et on a un antibiotique, parfois ça fonctionne, d'autres fois pas. Il est clair donc que chaque médicament peut être efficace ou inefficace en fonction de la personne. Ça dépend de notre environnement, de nos facteurs génétiques et héréditaires, tout ça. On veut donc développer une médecine de précision, une médecine individualisée. C'est déjà le cas en oncologie et en fibrose kystique, par exemple. Vous voyez, c'est une étude qui date de 2001. On a ici plusieurs maladies, l'asthme, l'arthrite, tout ça. Un médicament fonctionne bien pour environ 30 à 75 des gens. Donc, on doit jouer à beaucoup de devinettes. L'idée, donc, c'est de vous connaître, pas seulement votre profil, donc votre âge et tout ça, non, connaître aussi vos facteurs héréditaires et peut-être même de prendre des mesures dans le corps. Donc, on peut dire, l'idée standard, c'est de donner un traitement à tout le monde et après, il y a peut-être 20 qui va aller mieux. On pourrait individualiser, c'est-à-dire, en fonction de tel profil, vous devriez recevoir traitement A ou B ou C, etc. Donc, c'est là l'idée. Comment est-ce qu'on peut traiter plus efficacement chaque personne? Parfois, on dit que c'est individualisé. Bon, je n'aime pas dire ça comme ça, parce que c'est déjà individualisé, la médecine que l'on fait. Mais ici, on parle d'une médecine de précision scientifique qui tient en compte les caractéristiques
génétique, entre autres, aussi biologique et environnementale, d'une personne en particulier. Voilà. Alors, maintenant, on a Lisa Lee de la clinique de Vancouver qui est avec nous. Lisa prend soin des personnes les plus atteintes. Elle s'intéresse aussi aux tests génétiques liés à la HTP et comment prendre en charge les tests génétiques. David Langley, vous le connaissez, il est en gros le père de la HTP au Canada. Il est là depuis près de 40 ans. Il était l'un de mes mentors à McGill. Donc, vraiment un membre très précieux de notre communauté. Et maintenant, un boursier doctoral de Calgary. Alors voilà, c'est notre panel. Le nom a été inaudible, malheureusement. Alors, il y a beaucoup de possibilités, mais avant de se pencher sur les aspects génétiques, d'ici 5 ans, que croyez-vous qui sera la direction thérapeutique que l'on prendra? Je crois que c'est une belle question. Honnêtement, du point de vue du patient, je pense que c'est surtout pouvoir changer l'attitude. Comme quoi, quand nous, on vous demande de faire un traitement, c'est un échec. Ce qui est bien à propos des 5 prochaines années, de ce que je vois, c'est que les médicaments sont vus comme une solution. Et donc, quelque chose qui devrait vous enthousiasmer et non vous décourager. Souvent, on demande aux gens comment ça se passe et tout. Est-ce que les symptômes ont progressé depuis la dernière consultation? Et en fonction de cette progression, on prend des décisions potentiellement de prescrire une médication. Maintenant, on cumule de plus en plus de données probantes pour nous guider, pour qu'on puisse, au lieu d'adopter cette approche, on veut plutôt commencer la médication plus tôt, plus précocement, pour empêcher la progression. Donc, vous êtes un groupe ici qui peut nous aider à accueillir ce type de culture de traitement plus préventif, et je pense que ça va énormément nous aider à vaincre les réticences qui n'ont pas lieu d'être. Merci. Je pense que c'est un point important. On ne veut pas que poser des diagnostics plus tôt et de faire des tests de dépistage plus tôt, mais vous avez peut-être entendu parler des biomarqueurs, donc mesurer des choses dans le sang avant que les symptômes soient présents. Ça nous permet de poser un diagnostic plus tôt. Les patients et les proches, souvent, sont hésitants par rapport aux effets secondaires et tout lorsqu'on ajoute un médicament après un autre pour en avoir 2 ou 3. Souvent, 2 ou même 3 sont mieux que 1. C'est, je pense, un bon point. David? Qu'est-ce qui s'en vient dans les 5 prochaines années côté thérapie? Ah oui, je pense que c'est important de finir notre conférence sur une note positive. De mon point de vue, je vois beaucoup de thérapies novatrices qui s'en viennent. Je pense qu'on va complètement changer la façon dont on traite l'HTP. Vous avez vu un arbre, hein, le cœur et les poumons, et il y a des feuilles au bout. Ce sont les capillaires. C'est là que les échanges gazeux ont place dans le corps. Et les choses ont peut-être cassé à la branche juste avant. Mais on a des centaines de milliers de ces petites branches et à peu près 900 millions de capillaires. Donc, vous êtes ici, vous utilisez à peu près le tiers. Les autres sont pliées. C'est une analogie, mais en gros, elles ne sont pas utilisées. Elles sont disponibles, mais non utilisées. Ce qui se passe avec l'HTP, c'est qu'il y a justement des vaisseaux qui sont bloqués. Les micro-vaisseaux sont bloqués à certains degrés, certains partiellement, hein, n'est-ce pas? Il s'agit d'une progression. Donc, certains sont complètement bouchés, d'autres partiellement seulement. Et ensuite, il y a le concept de perte de ces vaisseaux.
Ils ne sont pas perdus, en fait, mais il n'y a pas d'écoulement dans ces vaisseaux. Et avec la médication, on ne peut pas faire qu'il y ait un transport, un écoulement sanguin dans ces vaisseaux. C'est ce qu'on veut aller chercher, ce flot, cette circulation. Donc, on a des preuves comme quoi, bon, j'ai des patients qui vivent très longtemps, par exemple, sur nos meilleurs médicaments et ils décèdent finalement de quelque chose. Et on regarde leurs poumons et leurs poumons sont tout autant bloqués que le jour 1. Pourtant, ces gens se portaient bien. Pourquoi? Parce que la médication permettait à la circulation de se faire vers les artères moins atteintes. C'est comme un drain de bain, par exemple. Ça peut se boucher pendant longtemps, partiellement, avant que le flot, le débit ne se fasse plus. Donc, certaines artères sont partiellement bloquées, d'autres un peu plus, d'autres complètement. La médication permet de mettre une pression pour le drainage ou, en fait, la circulation. Les essais cliniques en ce moment sont très bonnes pour améliorer la circulation. Mais c'est parce que la pression demeure élevée, comme si on remplit un lavabo d'eau et que la pression fait que l'eau s'écoule. Et ça fonctionne assez bien. Il y a des gens qui vivent 20-30 ans. Mais ce qu'on voit s'en venir, c'est de nouveaux agents médicamenteux qui vont faire de sorte qu'ils vont en fait agir à la fois sur les vaisseaux légèrement bloqués et ceux qui sont davantage bloqués. Il y a des vaisseaux qui sont là, qui sont non utilisés et quand on les étudie, c'est ce que je fais, ils sont disponibles à la circulation si on peut leur amener la circulation. Donc, le défi est le suivant. Trouver des médicaments qui vont déboucher le drain. Et ce ne sont pas des vasodilatateurs. Il faut s'attaquer aux cellules qui bloquent les vaisseaux. On n'a pas besoin que ça soit réduit à 0%. Mais d'enlever une partie du blocage, ça va agir différemment par rapport au traitement actuel. Parce que là, la circulation pourra se rendre jusqu'aux petites branches et aux feuilles. Comme votre drain qui débouche, on n'a pas besoin, une fois que c'est débouché, d'appliquer de la pression. Ça va couler tout seul. C'est ça l'idée. Pour qu'un agent thérapeutique soit réussi et efficace, c'est ça qu'on veut. Si on regarde justement l'essai Stellar, le résultat est probablement inattendu, mais probablement le plus encourageant depuis longtemps. Pourquoi? À cause des résultats chez ces patients. Dans tous les modèles d'HTP, quand la tension rebaisse, les gens reprennent un état normal. Donc, peu importe le type de cause, le type de maladie, si la circulation est là, ça va mieux. Donc, on veut avoir des agents médicamenteux qui vont diminuer la pression. Les autres agents que vous utilisez déjà ont restauré la circulation. Ça va déjà. Mais on veut que la pression, la tension diminue. C'est ça qu'on recherche. L'autre point, il n'est pas nécessaire de débloquer à 100% les drains. Les gens se débrouillent très bien avec une capacité à 50%. Ils ne se rendront peut-être pas aux Olympiques. Ils peuvent peut-être pas faire de la course à vélo, mais ils peuvent fonctionner d'une façon complètement normale.
et avoir un pronostic de vie à peu près normal. Maintenant, la maladie n'est peut-être pas guérie, mais comme ça a été mentionné, même chose avec le cancer, on adorerait bien sûr que les gens aient une rémission pendant 50 ans. C'est mon rêve. J'aime bien ça, moi, comme idée. Pour le plaisir, alors. Voilà, c'est ton tour. Ah, c'est tellement bien. C'est difficile de te suivre, Matesh. C'est difficile de passer après lui, n'est-ce pas? J'ai besoin d'encore 30 ans dans ce travail-là, n'est-ce pas? Oui, c'est un conseil sage, oui. Oui, je pensais à ça aussi. L'autre chose que je fais, je suis un spécialiste, mais je suis un docteur en greffe de poumon et pendant cette fin de semaine et avec mes lectures. Des choses, je pense que c'est une bonne analogie, on en parle un petit peu, c'est le cystis fibrosis, la fibrose cystique, ils ont compris le gène, ils ont seulement un gène, donc nous on en a plusieurs. Et ils ont compris qu'il y avait un gène qui causait le problème. Et si on pouvait régler ce problème en modifiant l'ADN ou peut-être plus facilement un médicament pour résoudre ce problème, alors vous allez trouver une cure ou trouver une rémission. C'est exactement ce qu'ils ont fait, mais certains de mes collègues, ils ont la fibrose cystique, et maintenant ils sont en rémission totale. Et on n'a pas, il a dit à la personne greffée, on n'a plus besoin on n'a plus besoin de décider non plus, parce que la maladie est guérie. Vous n'allez plus voir de patients de greffe CF. Donc, certainement, nous allons être en mission. Ceux qui font, ils font aussi des grèves de transport. Parce que il y a 20 ans, c'est tout ce que nous avions. C'était donc une synergie normale, parce qu'on allait les voir aussi dans la clinique des greffés. On voit de moins en moins de patients qui viennent pour la greffe, mais ce n'est pas à zéro. On n'est pas encore rendu à zéro. À mesure qu'on commence à être plus précis de médicaments, à mesure qu'on comprend mieux quels sont les gènes qui sont actifs ou désactivés et comment on peut modifier cela grâce à la pharmacologie, ce que je me dis, c'est qu'on peut alors commencer à penser à la rémission. Et je ne pense pas qu'on peut travailler sur les vaisseaux dilatoires. Donc, on peut expliquer cela, mais si on peut mettre ceci en rémission, alors c'est mon espoir que finalement je ne vais jamais transmettre pour HPI. Donc, j'ai quelques autres questions également. Il y a quelqu'un, certains micros. Yeah, please, Steve. Thank you. Hey, when your docs talk about the precision medicine and on those options, in the graph of, honestly, it was kind of shocking to see different disease states, how the efficacy wasn't great. But assuming that you have, for patient X, this is going to be great for her, this is great for her, this is great for him. What is the challenge to navigating when you talked also about therapies that might not get approved because of costs or whatever? So when you're like, that this is going to be the precision one for her, but that's not available, or a company may prefer to do a try and true therapy. So how do you navigate that moving forward? So I think that we need again to look at our cancer colleagues. Because if you look at the current treatment of breast cancer and lung cancer, it's now highly personalized based Mais on maintenant, c'est très personnalisé sur la base des récepteurs, de la génétique. À une personne, tu vas lui dire, tu vas répondre à A et pas à B. Bon. Et donc, on va faire du A. Et donc, je dis ça fièrement, le Canada a vraiment été excellent, le Canada, pour aider le traitement A pour une personne qui a besoin d'un traitement A. Je ne pense pas que ce soit... et donc, plus il y a de thérapies, mieux c'est. On doit vraiment savoir qui va répondre à quoi. Et je pense que les gouvernements vont travailler là-dessus. Peut-être qu'ils ont besoin d'une ou plutôt de 5.
Et donc, économiquement, c'est avantageux pour eux. Et donc, je pense que j'ai entendu une très belle conférence sur la génétique à la clinique et à quel point ça va commencer à avoir la médecine personnalisée, la compréhension. Les gens ne vont pas avoir peur de l'analyse génétique. Plus tu en sais, plus ça te donne de l'autonomie ou de l'indépendance. Mais nous, on a besoin bien sûr d'une thérapie pour ce problème spécifique et c'est un bon problème à avoir. Et donc, je pense que ce n'est pas un problème. Pourquoi est-ce qu'on utilise ces gens? Je pense qu'on va arrêter, on va être meilleur. Bien sûr, ça va moins y avoir d'effets indésirables, ça va épargner, économiser des coûts. Si on étudie 500 personnes, c'est une ressource. Les drogues, les études sont chères. Si on fait une étude avec 100 personnes qui sont choisies pour répondre aux médicaments, ce sera moins cher pour les médicaments, moins de à l'avenir. Donc, je pense que c'est en fait un aspect positif aussi. Lisa, peut-être tu veux réagir? Sur la génétique? Non. Oui. Et donc, comme je me disais, tu parlais de mes interventions hier. J'ai 3 patients dans mon étude qui étaient diagnostiqués avec hypertension hypomatique. Ça veut dire qu'ils avaient le HP, on ne sait pas pourquoi, mais avec la génétique. OK. Some part of your pulmonary vasculature is affected. So some part of the veins or the arteries in your lungs are affected. Donc, sont affectés et ceci va être traitement spécifique pour ce genre de ça. C'est tout nouveau. C'est juste le début, mais on dirait que ça va être vraiment une explosion pour ce qui est de traitement pour traiter ceci. Et donc, pour ceux qui sont dans ma clinique, c'est quelque chose qui est maintenant disponible en Colombie-Britannique et judicieux avec son utilisation. Donc, on nous dit ceci, que ça a du sens aussi. Et si c'est quelque chose auquel tu es intéressé, n'hésite pas, lors de la prochaine visite à la clinique, de m'envoyer un courriel. J'aimerais te dire aussi que, en fait, cette initiative est menée par le Colombie britannique, par les patients. Finalement, c'est eux qui ont vraiment activé, comprendre ton rôle et être intéressés et avoir aussi des ressources. Je pensais aussi en police, mais c'est une famille de patients, d'un patient spécifique qui a dit, regarde, il y a quelque chose ici, on doit le faire. Et bien, on le fait. Et donc, ceci, avec tout, je suis une clinicienne, je ne suis pas une chercheur, donc je n'ai pas assis à réfléchir les traitements. Et donc, ici, ce que j'ai, c'est et donc, qui ont, par exemple, une insuffisance cardiaque et qui ont diagnostiqué, qui ont besoin d'un traitement urgent. Si vous voyez quelque chose, même si on a la capacité dans notre clinique, alors on peut trouver un processus où vous référez à quelqu'un qui fait déjà ce que l'on fait déjà, tant que ça a du sens, n'est-ce pas? Je voulais vous dire aussi, je voulais rebondir, oui, l'une des barrières qu'on va avoir, c'est les réalités financières, bien sûr, pour avoir des nouveaux médicaments commercialisés. Et s'il y a moins de patients qui vont être admis à cette drogue, c'est bien sûr plus un défi. Bien sûr, on peut être plus efficace, comme on l'a dit. Les essais, le coût des essais vont avoir, mais à l'inverse, moindre, mais à l'inverse, le coût des marchés va augmenter. On doit savoir connaître cette réalité du marché, mais on l'a vu souvent pour d'autres maladies rares. Si vous avez quelque chose qui fonctionne vraiment bien, même si c'est pour des patients, alors ça va être suivi, il va y avoir un suivi. Et donc, nous, en tant que médical, on les porte-parole, on veut que les régulateurs agissent, les compagnies pharmaceutiques, nous-mêmes aussi dans nos labos universitaires, afin de continuer vers quelque chose qui a l'air bien. Et ces drogues vont arriver sur le marché, elles sont acquises, qu'elles soient accessibles quand les patients également le veulent.
c'est important d'avoir ce rôle de champion, de porte-parole. Donc, gestion, traitement et bien sûr la rémission, ce succès vient de nous tous qui travaillons ensemble pour résoudre ce problème plutôt que juste une de ces personnes. Oui, une question en français. Absolument. Oui, vous avez parlé des débits sanguins au niveau des artères, des poumons. Puis si le débit sanguin augmente avec un produit qui s'appelle comme l'apabétalone, que le débit, au lieu d'être à 5,6, tombe à 7,2, puis que la personne se sent mieux. Quand est-ce que les prochains essais vont avoir lieu pour l'apabétalone? Avez-vous une réponse là-dessus? Je pense, so the question is there's early studies with apabetalol that's synthesis. Des études précoces ici. Quelle est la prochaine étape? Vous devez demander à Dr. Provencher, parce que c'est lui vraiment qui contrôle l'étude. Je ne sais pas, on n'est pas au courant des plans. So we don't, Dr. Provencher is designing and running the study. Il a conçu cette étude et c'est lui, je ne sais pas quelle étape il en est, le stade, un an ou à peu près. Je n'ai pas eu des actualités, des nouvelles là-dessus. Et vous devez demander, donc, contacter son centre et demandez-lui, s'il vous plaît. Il y a plusieurs étapes avant qu'un produit serait capable d'être dans un essai clinique. Et donc, sont en train... Hein? Oui, c'est le phase 3 qu'on attend, mais ça commence avec phase 1, phase 2, phase 3, ça prend du temps. C'est les premiers essais dans des humains, donc ça va aller au moins 3 à 5 ans avant qu'on ait des informations que ça marche dans l'hypertension pulmonaire pour être capable de parler pour un traitement. So what I'm saying is research is slow, sadly. La recherche, malheureusement, est lente. Non seulement la science prend de base, prend du temps, mais après la clinique, phase 1, phase 2, phase 3, ces traitements qui viennent de la ville de Québec, peut-être dans 5 ans, peut-être de manière optimiste, comme étant traitement possible, mais je sais qu'il faut, ça prend du temps. Et pendant les traitements, pendant ces phases-là, on peut dire mauvais effets indésirables, donc on n'a plus ces médicaments. Effets secondaires, à cause d'un manque d'efficacité, on les perd. Ils arrêtent d'être produits. Donc, on ne sait pas que ça va arriver à 5 ans. Sorry, other questions? Oh, yeah, Please. we have one from online. Oui, j'ai une question en ligne également. Makuska, oui, la recherche autour du rituximab. Rituximab. There are a variety of agents that affect the inflammatory system that are under evaluation currently or will be under evaluation. I know our rheumatologic colleagues are paying a lot of attention to this. It may yet come to a PH trial. Et pour l'essai, j'essaie de me rappeler, je pense qu'il y a quelque chose qui se déroule en ce moment. Il va y avoir beaucoup d'agents. Maintenant, il va y avoir une explosion de thérapies. Ce n'est pas un problème, c'est le manque de patients et de temps pour les études. Que toutes les réponses à ces questions, c'est vraiment le problème clé. Et les personnes qui vont pouvoir être inscrites dans un essai clinique, je vous encourage à le faire. Vous êtes les astronautes, vous essayez quelque chose de nouveau, vraiment. Et vous le faites pour vous-même, vous le faites pour l'avenir, peut-être pour vos enfants. Et donc, ces cliniques sont vraiment très importantes. C'est notre travail de choisir vraiment parmi les différents chevaux, si on veut savoir qui est-ce qui va gagner la course et le plus vite possible. Et parfois on parie mal sur le mauvais cheval. Parfois, c'est souvent raisonnable, par contre, pour un pari raisonnable, mais ça va prendre du temps. Il y avait une dame ici, peut-être en pourpre, peut-être c'est pas un bon descripteur. Merci. Bonjour. Je suis très fasciné
avec ce que j'ai entendu de Lisa sur Idiopathic Patients qui ont des tests génétiques. Et moi, étant une patiente idiosympathique et ayant eu 2 enfants, et le plus tôt cette maladie est guérie et plus le traitement commence tôt. Et alors, le pronostic est meilleur, bien sûr. Et ce qu'on fait au sujet d'obtenir, comment on fait pour obtenir cette aide? Je suis à Ottawa. Ce que tu vas faire alors, c'est quand tu rentres à la maison, ou alors la prochaine fois que tu vas à la clinique, tu vas en parler avec ton prestataire. Et ce qui est intéressant à propos du système médical canadien, c'est que chaque province est un petit peu différente. Et donc, en Colombie-Britannique, ce qui se passe quand on a identifié quelqu'un pour le test génétique, je vais parler avec eux et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on parle pendant 20 ou 30 minutes, ce que s'est passé. Et puis ensuite, je soumets les papiers pour leur demander s'ils vont pouvoir payer. Ça, c'est les bailleurs de fonds. Ça va à peu près 2 semaines pour avoir la lettre d'approbation. Puis après, je passe par un processus de consentement, à savoir quels sont les résultats possibles et qu'est-ce qui va se passer si tu as un résultat génétique positif. Puis après, on fait un échantillon de sang. Et en Colombie-Britannique, on utilise vraiment un laboratoire excellent qui est en Finlande, qui est vraiment un chef de file à HPA. Donc, il me donne un rapport 4 semaines plus tard. Puis après, je discute ces résultats avec toi, ce que ça signifie pour ce qui est du type de HPA que tu peux avoir, ce que ça veut dire d'un point de vue à quel savoir si tes enfants vont avoir ce gène, parce qu'il y a là une chance que vos enfants n'auront pas ce gène. Et s'ils ont ce gène, alors quelle est la probabilité pendant leur vie, à savoir s'ils vont développer l'hypertrophie pulmonaire ou l'hypertension pulmonaire, oui. Pour le coup, pour le gouvernement, la Colombie-Britannique, en tout cas, ce qu'on fait, si on teste pour les patients idiosympathiques, à peu près 1 500 $, c'est le coût. Un seul gène, c'est à peu près 600 $. Et vraiment, j'aime le mécanisme au Colombie-Britannique. Ils peuvent payer ça de manière privée, c'est vrai, mais je vous encourage à ne pas aller seul et aller vers ces je veux pas dire ceci, c'est peut-être pas très acceptable. On veut pas que cet engouement, cette entreprise rêve d'engouement, vous les payez pour le même test qui serait couvert par le gouvernement, dont le coût serait remboursé. Parce que la génétique, c'est très complexe. Il y a beaucoup d'informations sur de très gros ordinateurs qui travaillent et qui tournent pendant longtemps et le montant de la quantité d'informations est phénoménal. Et donc, si tu es payé un petit peu d'argent, alors tu vas pas avoir un résultat très, très utile. Passe par le canal officiel et vraiment, tu dois être vraiment gentil avec les infirmières ou avec le docteur qui, heu, ça vient dans les lignes directrices en ce moment clinique. Au cours des prochains mois, beaucoup de gens vont avoir vraiment naviguer le processus et tout ce qui est nouveau, bien sûr, ça prend du temps à apprendre, à savoir qui est-ce qui va pouvoir payer, à savoir aussi un processus qui fonctionne. Je peux te dire que ça m'a pris à peu près 2 à 3 mois quand j'ai décidé à faire ça et comment le faire et comment aussi mettre ceci et ajouter cela à ma charge de travail. Donc, si tu es intéressé, va de l'avant, vas-y, mais sois patiente. Merci beaucoup. Other questions? Des autres questions? On a juste quelques petits instants qui nous restent. Is this on? Yes. Hello. We mentioned the fact that there may be a great many On clinical a trials mentionné le fait qu'il y ait des essais cliniques et pas assez de patients meet the need on those pour clinical répondre aux trials. besoins. How do we have a lot of Nous patients. avons beaucoup de patients qui ne sont pas admissibles. How or what process is there a process Est-ce qu'il y a un processus going to happen to qui va se allow produire pour permettre ineligible à ces patients personnes non admissibles or with pre-existing à conditions like comorbidité, par exemple aussi des conditions préexistantes, pour avoir accès à ces essais cliniques, on clinical trials? afin qu'on puisse avoir plus de patients qui participent à ces essais.
Oui, je peux commencer. La recherche clinique, je pense que c'est important de se rappeler, simplement parce que une personne n'est pas admissible pour une forme, certains essais, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas admis à la recherche. Ça ne veut pas dire qu'il y a une contribution qu'il peut faire. Et je ne suis pas un chercheur, je n'ai pas de laboratoire, mais j'aime participer aux projets des gens et ça peut être des très bons projets. Encore plus important, c'est de trouver aussi la prochaine drogue, le prochain médicament. Comment est-ce que les gens vont pouvoir mieux se sentir encore? Quelles interventions tout de suite peuvent vous aider? Ce sont des choses comme les problèmes d'exercice ou d'autres dispositifs qui peuvent aider avec la qualité de vie. Et nous sommes euh, more broad than a pharmaceutical-based clinical trial where you have to isolate the one condition that you're Dans interested certains in. tests cliniques, il faut isoler le cas en particulier qui nous intéresse. Maintenant, il y a aussi le registre canadien en hypertension pulmonaire. Tous les patients ayant reçu un diagnostic peuvent s'y inscrire, peu importe les autres comorbidités qui peuvent être présentes. Et ça, c'est très aidant. Et on peut utiliser ça pour voir qu'est-ce qu'on peut faire localement au Canada et ailleurs. Donc, il y a des façons de contribuer à la recherche, même si quelqu'un n'est pas admissible à un essai clinique. De ce point de vue, voilà, du point de vue pharmaceutique. Oui, et Joanne, j'ajouterais là-dessus, c'est pas facile pour les compagnies de dire, bon, on donne le médicament à 100 personnes, la moitié ont des comorbidités comme des maladies cardiovasculaires. S'il y a des effets indésirables, on pourrait la perdre à cause de ça. Donc, il faut que les critères de sélection soient assez pointus. C'est toujours un équilibre, voilà, à maintenir. Oui, je comprends cela, mais aussi, on a parlé du fait que la HTP idiopathique, c'est tout simplement une HTP pour laquelle on n'a pas de cause. Donc, pour ces patients, il y a aussi une cause sous-jacente, techniquement, qui pourrait affecter la personne et l'efficacité d'un traitement donné. Ça pourrait affecter le traitement. Donc, je comprends qu'on veut éliminer des facteurs confondants, mais les patients idiopathiques sont des facteurs confondants de toute façon. Oui, c'est vrai. Et bien sûr, il y a différents niveaux de facteurs confondants. Maintenant, aussi, lorsqu'on a seulement 100 ou 200, peut-être 500 personnes, c'est une chose. Mais après, ce sera donné à des gens qui ne rencontrent pas les mêmes critères, les mêmes facteurs. Donc, parfois, ça peut bien fonctionner dans des populations plus grandes. Oui, et je pense que c'est une bonne réponse, en fait, pour m'amener à ce que je voulais dire. La réalité, c'est que c'est pour ça que les patients doivent comprendre à quel point leurs données sont importantes. Si vous n'êtes pas admissible pour les essais cliniques, mais vous avez le médicament, par après, vous continuez de fournir des renseignements par rapport à ce médicament après pour d'autres patients. Absolument, c'est tout à fait vrai. Des commentaires avant de terminer? Dernier point? Bien, OK. Je remercie donc les panélistes, mes chers collègues. On va ramener Jamie, donc, pour la suite. Merci beaucoup. Bien. Merci à nos panélistes. C'est toujours
Ma séance préférée, c'est la façon parfaite de terminer notre temps ensemble, de se porter vers l'avenir et ses sources d'espoir. Alors, quelques points. Vous pouvez faire quelque chose dès aujourd'hui, c'est-à-dire lorsque vous partez, vous pouvez aller voir le comité de programme qui a un espace où vous pouvez manifester quelles sont vos sources d'espoir pour les prochaines années. Nous sommes en processus de planification stratégique. Vous pouvez donc nous donner votre rétroaction par rapport à ce que vous souhaitez pour l'avenir. Donc, allez-y et remplissez le sondage. Dans les prochaines semaines, normalement, on va aussi vous envoyer un sondage en partenariat avec un centre de recherche avec l'Université d'Alberta, avec Jason Willerall comme chercheur principal, concernant le facteur socio-économique de la maladie de l'HTP. Pour le moment, on n'a pas de chiffres précis. On a donc, oui, une certaine connaissance par rapport à la capacité à travailler qui peut être amoindrie, mais on n'a pas de statistiques en soi là-dessus. Donc, ça nous permet de chiffrer le fardeau économique du fait d'avoir un diagnostic d'HTP. Donc, ce sera justement des données probantes du monde réel et ça sera utilisé pour continuer de défendre vos intérêts et de promouvoir de nouveaux traitements. J'espère donc que vous allez remplir ce sondage pour nous aider avec ce projet de collecte de données. Nous en venons à la conclusion donc de notre événement. Je vais remercier bien des gens, je sais qu'on l'a fait ce matin, mais de nouveau, je remercie tous nos conférenciers et bien sûr notre modérateur Sanjay. Je remercie tous les bénévoles, en particulier ceux qui ont planifié le programme pour hier et pour aujourd'hui. Je veux vraiment, je sais peut-être qu'ils sont tannés que je les remercie, mais mon équipe est vraiment fantastique. Kim, travail fantastique pour une première fois. Merci. C'était vraiment un effort d'équipe. Tout le monde a contribué depuis plusieurs mois, et en particulier dans les dernières semaines. Alors, merci beaucoup de votre travail. Je veux remercier nos commanditaires, Janssen, Merck, Shoppers, United Therapeutics et Bayer. Nous avons d'autres contributeurs aussi qui nous ont aidés à amener les gens, donc HAPQ, CC Squared, photographie. Et je pense qu'ils ont fait un beau travail de photos et aussi ceux qui sont avec les enfants, bien sûr. Enfin, on salue nos interprètes en ligne et la compagnie d'audiovisuel qui nous a aidés à rendre cet événement hybride et s'assurer aussi que les francophones puissent participer à la fois en présentiel et en distanciel. Merci beaucoup de votre contribution. Now comes the really good stuff. First, if you haven't already heard the rumor. Maintenant, si vous n'avez pas entendu la rumeur, je suis très fière de pouvoir annoncer pour la première fois l'emplacement de notre prochaine conférence. À la fin d'une conférence, c'est très chouette. Nous allons donc avoir notre colloque de l'Ouest à Calgary en septembre. On n'a pas encore une date qui soit posée, mais on y est presque. Alors, ce sera dans les 2 dernières semaines de septembre à Calgary. Au contraire des événements d'aujourd'hui, avec les bourses et tout ça pour l'ensemble du pays, ce sera limité à une portée plus régionale. Donc, pour les gens de l'Ouest, pour s'assurer que les gens puissent assister à une conférence près de chez soi. Vous êtes tous invités, cela dit, bien sûr.
Je regarde Jazz et je sais qu'elle a, elle a traversé le continent au complet pour participer à toutes les conférences possibles. Donc, je sais que certains d'entre vous y seraient aussi. Pour que l'événement soit le meilleur que possible, il y a 2 choses que vous pouvez nous aider, avec lesquelles vous pouvez nous aider. Premièrement, le formulaire de rétroaction. Vous allez le recevoir la semaine prochaine par courriel. On lit votre rétroaction, vos commentaires, et on apporte des changements et des améliorations en autant que possible pour avoir un meilleur événement. Donc, je vous remercie d'avance de prendre quelques minutes pour nous soumettre la rétroaction par rapport à l'événement. Aussi, on a nos supporters et nos commanditaires, mais l'événement coûte quand même très cher, beaucoup plus que l'argent que l'on a pu recevoir. Donc, si vous êtes en mesure de donner, vous pouvez faire un don libre d'impôts non imposables. Vous pouvez le faire en ligne. Il y a aussi des cartes de dons là-bas au kiosque d'information. Même un petit montant change la donne, surtout quand c'est un don mensuel. Donc, je vous encourage à donner mensuellement peut-être 5 10 Ça s'accumule et ça nous permet d'avoir quelque chose de constant, un revenu constant. Donc, voilà, c'est ce que je vous demande si c'est possible pour vous. À présent, j'appelle Kim à venir et on va commencer par dévoiler le gagnant de notre chasse au trésor. Ensuite, il y aura des sacs cadeaux à donner aussi. Comment est-ce qu'on procède pour le tirage? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des fiches de chasse au trésor à remettre? OK. Bon, allez, je vais les mélanger comme ça. Sanjay aussi? OK, j'en prends une. Alors, premier gagnant? Cindy Alvarez. Bravo, Cindy. Si vous ne voulez pas venir sur scène, on peut aller vous retrouver. Ensuite, Ryan Chatford. Et enfin, Venda McLean. Ouais, je pense qu'on a couvert l'ensemble du pays. Super. Alors, merci beaucoup de votre participation. J'espère que ça vous a aidé à vous faire de nouveaux amis avec cette chasse au trésor. OK, encore 2 points. Vous vous souvenez de la peinture que j'ai mentionnée plus tôt, que Caitlin a faite? Alors, vous avez fait très, très bien avec cette enchère. Alors, c'est Natalie West qui repartira avec la peinture. Merci. On utilisera votre carte de crédit si vous n'avez pas assez d'argent comptant. Et enfin, on va lui demander de venir une fois de plus. Je ne sais pas si elle va être fâchée. J'ai fait quelques commentaires hier à l'AGA et j'avais dit qu'au moment où je suis devenue émotive, je vous ai dit que j'en reparlerai aujourd'hui. Donc, c'est ma prérogative à titre de directrice générale de reconnaître Nicole pour tout son travail depuis tant d'années, pas seulement sur le CA, mais aussi comme ambassadrice et comme contributrice. Elle a été vraiment une partenaire sûre, incroyable, digne de confiance, toujours disponible, toujours fiable. Et il y a des moments où elle n'était pas certaine qu'elle pouvait y arriver, ou est-ce que ça faisait une différence ce qu'elle faisait. Je peux vous dire que j'ai vu la croissance de l'organisation grâce à son leadership. J'ai vu une croissance phénoménale. Aussi dans la collaboration et tout ce qu'on peut faire au sein du CA. Et ça, c'est beaucoup grâce à l'exemple et au leadership de Nicole. Alors, merci. Merci énormément. Sanjay, maintenant, va reprendre le micro parce que moi, je vais pleurer.
Oui, je redirai tout ce que Jamie a dit. J'ajoute une chose. Nous sommes des proches aidants et nous sommes toujours impressionnés par le courage des patients et des proches aidants comme vous. On le sait, c'est une maladie difficile à prendre en charge. Mais regardez Nicole, qui s'occupe d'elle-même, qui s'occupe des autres et qui se dit « je peux en faire plus ». Donc voilà, vraiment une implication incroyable. Et maintenant, nous avons 2 patients sur le CA grâce à elle. Merci. I'm going to take a page out of Roberta's book from Je vais last prendre night. une page du livre de Roberta et dire merci. Et merci à vous. J'espère que vous avez eu un très bon temps et je vous souhaite bon retour chez vous. Au revoir.